Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous politique sur la chaîne au cœur de nos défis. Vous êtes bien à Surface de Vérité. L'invité du jour, c'est une figure bien connue de la scène politique comorienne. Il a été plusieurs fois candidat à la présidentielle dans son pays. Il a été victime de persécutions pour ses opinions et activisme politique. Il a connu la prison. C'est un avocat engagé pour la cause de son peuple. Maître Saïd Larifou est dans le fauteuil blanc. Il est le leader du RIJDA, le Rassemblement pour une initiative de développement avec la jeunesse avertie. Bonsoir, Maître Larifou. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Le plaisir est pour moi. Dans quel cadre êtes-vous au Burkina? Pour la politique ou pour la justice? Cette fois pour la justice. La prochaine fois, ça sera pour d'autres raisons. Mais cette fois, je suis venu assister comme observateur au procès du président Sankara. C'était important pour moi et pour ceux aussi qui, avec moi, militent au sein de Waraba Afrique. Il s'agit d'une organisation panafricaine animée et soutenue par les diasporas africaines installées principalement en France. Et puis il y a aussi une autre ONG qui s'appelle Avocats pour l'Afrique. Donc 2 ONG qui m'ont mandaté pour venir assister comme observateur à cet événement historique, bien évidemment pour le Burkina Faso, puisqu'il est question du président de ce beau pays, frère, qui a été assassiné. Mais il s'agit aussi de l'histoire de l'Afrique, puisque ses opinions, ses prises de position, sa posture dépassent les frontières de votre pays. Tout à fait. Voilà. Et l'homme Thomas Sankara, justement, qu'est-ce qu'il représente pour vous en tant qu'acteur politique? Bon, en tant que jeune, nous avons besoin des hommes inspirants. Vous voyez, c'est très important de trouver des hommes inspirants qui, malgré sa disparition, est toujours vivant. Ses idées le sont. Donc, ces idées survivent à la personne lui-même. Vous voyez, puisque ces idées sont intemporelles, qui passent de génération à génération. Bon, moi, ce qui, personnellement, mais je ne suis pas le seul, mais personnellement, ce qui me frappe encore dans son discours, c'est cette prise de conscience très élevée d'appeler les Africains à se prendre en charge. Vous voyez, je me retrouve, nous sommes nombreux de notre génération à nous retrouver, puisque chaque continent a franchi certaines étapes de son développement, de sa prise de conscience, et tout le monde s'accorde à dire que les prochaines décennies, ce sera une décennie des défis pour notre continent, le continent africain. Et à partir de là, lorsque vous êtes engagé, non pas pour exercer le pouvoir, mais lorsque vous êtes engagé par rapport à une vision, par rapport à certaines idées de ce que vous faites, certaines idées que vous faites par rapport au continent, vous dites, écoutez, il faut trouver ceux qui avaient une vision, non pas pour eux, mais ceux qui avaient une vision pour le continent africain. Bon, donc il est parmi ceux-là, puisqu'il était très jeune lorsqu'il a accédé au pouvoir suprême, et il était aussi très jeune, il a été assassiné, très 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 jeune. Vous voyez, ceux de son âge, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils prennent des bateaux de fortune pour traverser la Méditerranée et périr dans les eaux européennes ou bien de la Méditerranée. Moi, personnellement, je suis témoin de ça puisque je suis avocat. J'y vais en Espagne, j'y vais en Italie, en Belgique, un peu partout, même en Afrique, en Mauritanie, en Égypte, au Maroc, partout, je les vois, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs. Vous savez, ils ont en moyenne 20 et 35 ans. Et je suis témoin de ce drame. Donc, parce qu'ils n'ont pas d'espoir sur le continent. Il n'y a pas d'espoir, il faut parler de 2 choses. Vous parlez de l'espoir, mais moi je parlerai aussi de la responsabilité. Il n'y a pas d'espoir puisque ceux qui devaient incarner
l'espoir. Qui devrait leur donner cette possibilité Cette d'espérer. possibilité d'espérer, bon, j'ai dit les choses, hein, clairement, s'en fichent complètement. C'est second de leurs préoccupations. Ce qui les intéresse, c'est avoir plein de proches, les poches pleines, avoir des villas, avoir de grosses berlines. Voilà, c'est tout ce qui les intéresse. Leur ambition, c'est ça. Riches, matériellement, et puis laisser les jeunes périr. On a Donc, peu d'hommes d'État sur le continent, peut-être. a... On les a peut-être, mais qui ne sont pas au pouvoir. C'est peut-être ça. Oui, bon, on a, vous savez, les Africains aiment bien l'Afrique. Les Africains sont très fiers d'appartenir à ce continent. Mais malheureusement, nous n'avons très peu des dirigeants qui pensent sincèrement au peuple d'Afrique. De vrais patriotes. Voilà, au peuple d'Afrique. Il y en a très peu, je ne dirais pas qu'il n'y en a pas. Sinon, ça serait insulter ceux qui sont engagés sincèrement pour l'avenir du continent. Il y en a. Je ne vais pas énumérer le nom, mais il y en a. Et puis, la plupart, ils s'en fichent complètement, quoi. Ce qui les intéresse, c'est le pouvoir. Rien que le pouvoir. Malheureusement. Etc. Voilà. Les Comores, votre pays, c'est cet archipel au large de la côte est de l'Afrique, hein? Petit, hein, en termes de superficie, 1862 km², si mes notes sont bonnes, moins d'1 million d'habitants, je crois, selon les estimations de la Banque mondiale en 2020. Mais c'est un pays aussi politiquement, on le sait, ça bouillonne. Une tradition quand même de coup d'État, non? On parle d'une vingtaine. Pourquoi votre pays est si instable? Bon, écoutez, puisque nous n'avons pas encore trouvé notre voie. Vous voyez, instable parce que nous n'avons pas encore trouvé les repères nous permettant d'accéder à cette instabilité. Nous sommes indépendants depuis 1975. Quelques mois après, Bob Denard est venu destituer Ahmed Abdallah, qui est le père de l'indépendance. Et 2 ans après, Bob Denard est revenu pour destituer Ali Salihi pour installer Ahmed Abdallah. Et quelques années, et puis après, il s'est installé aux Comores avec Abdallah. Et quelques années après, Abdallah a été assassiné par les mercenaires. Bon, a été assassiné par les mercenaires. Et puis il y a un autre président qui est venu et puis qui a disparu encore. Bon, donc nous avons effectivement, nous sommes victimes jusqu'à certains niveaux. Nous sommes victimes de certains événements qui sont en partie extérieurs, qui ont contribué à la déstabilisation de notre pays, les Comores. Bon, mais sinon, c'est un très beau pays. Les Comoriens sont des gens très tolérants, sont des gens très ouverts. Avec des ressources capables de booster son développement. Oui, on a suffisamment de ressources pour nous assumer. Mais bon, pour pouvoir effectivement exploiter intelligemment les ressources, peu soit-il, il faut avoir une stabilité politique, il faut avoir des institutions fortes, incarnées par des gens qui ont une vision pour le pays. C'est ce qui nous fait défaut, hélas. Ça vous fait défaut. Que reprochez-vous justement au régime du président Azali Assoumani, réélu justement en 2019? Il n'a pas été réélu en 2019. Il a fait un coup d'État institutionnel en 2019. C'est comme ça vous l'appelez? Oui, c'est un putschiste. C'est un assassin. C'est trop fort. Ah oui, c'est trop fort et je l'assume puisque c'est des faits concrets au fait. Vous voyez? Moi-même qui suis là, qui discute avec vous, dans ma cuisse gauche, j'ai une cicatrice d'une balle en caoutchouc que j'ai reçue. Puisqu'il devait y avoir des élections le 24 mars 2019. Il n'y a pas eu d'élection, il y a eu un putsch électoral. Le 25, avec d'autres candidats, nous nous sommes mobilisés pour alerter l'opinion internationale que les Comores est victime une énième fois d'un coup d'État électoral. Les oppositions africaines justifient toujours leur échec par cette attitude, non? Hold-up électoral, on invente... Mais si c'est une réalité, il faut le désavouer, il faut le dire, il faut le condamner. Ce n'est pas la première fois, au fait, qu'Azali est au pouvoir.
il était au pouvoir pour la première fois suite à un coup d'État. Il s'appelle colonel Azali. Voilà, il est arrivé au pouvoir pour la première fois suite à un coup d'État. 2 ans après, il y a eu des réformes institutionnelles, il s'est présenté aux élections, il a été élu. Vous voyez, je l'ai dit avec transparence, il a été élu. Voilà. Et son mandat, puisque nous avons la présidence tournante, un seul mandat, et Azali est parti, il est revenu 10 ans après. Élection difficile, mais élu quand même. C'était entaché d'irrégularité, mais dans l'intérêt des Comores, on s'est tous accordés pour dire, bah, écoutez, mal élu, mais élu quand même. Entaché d'irrégularité, mais nous voulons avoir un président dans l'intérêt de notre pays. Acceptons et allons de l'avant. Son challenger, puisque à cette élection, il y avait 25 candidats, moi je suis arrivé en 5e position sur 25 candidats. C'était les dernières élections présidentielles. Son challenger, qui s'appelle Mamadou, a dit, bah, écoutez, dans l'intérêt du pays, je me soumets. Et les notables, enfin les notables, oui, les dignitaires de notre pays ont appelé tous les enfants du pays pour des assises nationales afin de réfléchir sur nos échecs, tirer les leçons de nos échecs et puis définir un schéma ou bien des schémas pour projeter notre pays pour les prochaines décennies. Et Azali, qui était opposé à un moment à cette idée, tout de suite a trouvé un intérêt pour soutenir officiellement cette initiative. Tout le monde, y compris moi-même, qui était opposé à Azali, nous sommes tous retrouvés autour de la table dans l'intérêt des Comores pour justement soutenir les assises, définir des nouvelles orientations pour le développement de notre pays. Donc, chacun a mis de côté ses appartenances politiques pour agir ensemble et dans l'intérêt du pays. Certains se sont rendus compte qu'on allait être victime de manipulation et qu'Azali allait se servir pour faire des réformes dans son intérêt personnel et non pas ceux du pays. Moi, je croyais à ce combat, à cette idée d'assises nationales. C'est très, très important. Lorsque vous subissez 42 ans de déstabilisation, à un moment, il faudrait effectivement observer une pause et puis se regarder dans les yeux, s'excuser, se pardonner, se réconcilier et puis aller de l'avant. C'est une conviction que je porte depuis longtemps pour les Comores. Et puis, moi, je me suis dit non, il faut absolument se battre à l'intérieur. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, il s'en est servi pour en faire un instrument de répression et puis faire des réformes qui ne correspondent pas du tout aux vœux des Comoriens. Moi-même, j'étais au cœur de ces assises, puisque j'étais le porte-parole de ces assises. Et lorsque je me suis rendu compte qu'on a tous été, bon, il faut dire les choses clairement, manipulés, instrumentalisés, bon, j'étais le premier à dire aux Comoriens que, bah, écoutez, je m'en excuse. Voilà. Puisque j'étais emporté par l'idée que j'ai et l'intérêt que je voyais dans ces assises, et que je pensais que c'était possible justement de canaliser ses ambitions personnelles et mettre ceux du pays en évidence. Bon, voilà. Et 2019, il n'y a pas eu, en conclusion, 2019, il n'y a pas eu d'élection. Il n'y a pas eu d'élection. Non, son mandat devait prendre fin le 26 mai 2021. Il n'est pas parti, il avait un mandat de 5 ans. L'élection anticipée qui devait avoir lieu le 24 mars 2019 n'a pas eu lieu. Donc son mandat qui a été entamé le 26 mai 2016 a pris fin le 26 mai 2021. Et donc pour vous, on est dans une forme de transition aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, on est dans une forme de transition, mais vous savez, lorsqu'un pays, depuis 44 ans, n'a pas encore trouvé des institutions solides, n'a pas encore trouvé sa trajectoire, le pays est en transition. Mais nous le sommes davantage depuis le 26 mai 2021 dans la mesure... Vous avez mis en place ce Conseil national de la transition? Oui, le Conseil national de la transition. 2019. Voilà. Vous allez être le vice-président d'ailleurs. Voilà, le Conseil national de transition a été mis en place le lendemain du putsch électoral. Le 25 mai 2019, lorsque nous nous sommes rendus compte
Kazali a fait un coup d'État électoral. On a dit que non, dans l'intérêt du pays, il faut que tous les candidats et les forces vives du pays se retrouvent au sein d'une structure qui peut garantir, assurer au pays une transition dans la mesure où nous n'avons plus de président. Et puis, bon, les gens étaient partagés. Certains ont dit, mais non, il faut attendre mai 2021, puisque son mandat prendra fin le 26 mai 2021. Et si, par extraordinaire, Azali se maintient au pouvoir, nous tirons toutes les conséquences. Et c'est pour cette raison que depuis le 26 mai 2021, qu'un gouvernement de transition en exil a été mis en place, dont j'assume les fonctions de ministre des Affaires étrangères. Oui, vous savez que ça reste une coquille vide, non? On a vu l'exemple de la Côte d'Ivoire avec Henri Konaté Dié et Pascal Affi N'Guessan, c'est pas aller loin. Il y a le cas du Gabon avec Jean Ping. Bon, généralement, ça ne va nulle part, ces histoires de transition ou de gouvernement parallèle mis en place. Mais ça dépend. La preuve, les institutions comoriennes fonctionnent actuellement, non? Avec Azali. Ça fonctionne. Chez nous, ça fonctionne. Pourquoi? Même si nous n'avons pas effectivement la main sur l'exercice effectif des fonctions régaliennes de notre pays, puisque le pays est pris en otage par un dictateur, le gouvernement d'exil de transition en exil s'assigne comme mission de mobiliser les partenaires des Comores. Comme quoi, ni le pays, les Comores, ni nos partenaires ne tireront aucun profit en travaillant avec un régime qui n'a aucune légitimité, ni politique, ni constitutionnelle. Pire, depuis qu'Azali est revenu au pouvoir en 2016, chez nous, vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes à 900 000 habitants. Vous savez, 30 personnes assassinées pour des raisons politiques, ça fait trop chez nous. 30 personnes, depuis qu'il est revenu au pouvoir. Il s'est maintenu par la terreur, par la répression et des assassinats. Et nous disons tout simplement à nos partenaires qu'Azali actuellement fait l'objet de poursuites judiciaires auprès de la CPI et puis auprès des juridictions étrangères pour torture. Ce sont des faits avérés, hein, et puis des assassinats. Est-ce que cette pression a un impact? Cette pression, elle a un impact dans la mesure où ceux qui le soutiennent savent qu'ils sont susceptibles de poursuites, vous voyez, pour complicité à des crimes contre l'humanité. Et puis susceptibles aussi de poursuites pour complicité d'actes de torture et d'assassinat. Puisque ce faisant, ces gens-là soutiennent un régime qui tue son peuple. Et c'est notre travail. Notre travail aussi, c'est de saisir les juridictions des pays qui sont des sociétés, des pays où sont logées des sociétés qui sont en contrat avec Azali, pour le compte des Comores, pour leur dire que non, vous ne pouvez pas engager notre pays, alors que celui qui l'a pris en otage n'a aucune légitimité, ni juridique, ni politique. Il est en train de nommer des ambassadeurs, mais nous le remettons en cause. Est-ce que tout cela, finalement, la principale victime, ce n'est pas le peuple comorien? La principale victime, c'est le peuple comorien, et nous qui résistons à cela, nous assumons nos responsabilités, puisque nous ne pourrons pas accepter en 2021 que notre pays, que le continent africain soit pris en otage par des gens qui sont assoiffés du pouvoir, qui ne pensent qu'à leur poche, qui ne pensent qu'à leur CV, qui ne pensent qu'à leur plaisir et qui s'en fichent complètement du peuple. Nous les résistons, ces gens-là. Ce faisant, nous assumons nos responsabilités, non pas d'opposants, mais de résistants. Puisque pour s'opposer, il faut avoir un régime démocratique. Lorsque vous n'avez pas un régime démocratique, vous ne pouvez pas vous opposer. Mais vous résistez. Donc pour nous qui sommes en résistance contre cette dictature qui sévit chez nous déjà, particulièrement depuis mars 2019, nous assumons nos responsabilités puisque nous ne pourrons pas accepter en 2021 qu'une personne se maintient au pouvoir en s'enrichissant, enrichissant sa famille et ses proches
en imposant aux Comores la terreur. Bon, des élections se sont quand même tenues. Non, il n'y a pas eu d'élection, il y a eu mascarade, vous voyez? D'accord. Il y a eu mascarade, il n'y a pas eu d'élection, il y a eu un coup d'État. Nous avons la personne qui a pris notre pays en otage, c'est un putschiste, il a une culture, bon, j'ai eu tendance à le dire quelquefois, c'est le Bob Denard, quoi, africain. Bon. Azali, vous voyez, c'est le Bob Denard africain, Azali. Quand même fort. Ah non, mais ça correspond malheureux, triste, je le dis avec tristesse, hein, puisque lorsque vous arrivez au pouvoir par la force, n'est-ce pas, et que vous vous maintenez par la force en tuant, lorsque vous êtes un chef d'État, vous sortez d'un bureau de vote, chers frères, et qu'en face des caméras, des journalistes, vous dites que ceux qui s'opposent à mon maintien au pouvoir, au-delà de mai 2021, comme ça, il faut couper leur tête. En présence des journalistes, c'est filmé. Lorsque vous avez un directeur de cabinet à la présidence qui dit, bah, écoutez, ceux qui s'opposent à notre vision, qu'ils préparent leur testament. Ah. Vous voyez? Et lorsque vous avez, soi-disant, un opposant, un militaire à la retraite, vous l'enlevez chez lui à 18 h, le lendemain, des rumeurs circulent comme quoi il aurait déjà été tué. Et que sa famille s'adresse au commissariat ou bien au camp militaire, puisque lorsque vous êtes arrêté pour un crime ou bien je ne sais pas quoi, ben on ne vous envoie pas au camp militaire. Il y a des institutions républicaines qui sont là. Si vous êtes passible des sanctions ou bien des poursuites, on vous envoie à la gendarmerie ou bien à la police pour des enquêtes. Mais on ne vous envoie pas au camp militaire. Et puis le lendemain, des rumeurs circulent comme quoi il aurait été tué. Et la famille a essayé d'avoir des informations. Il y a des informations qui ont fuité comme quoi il a été enterré. Effectivement, dans un pays musulman, surtout, c'est un être humain, au-delà de l'aspect religieux, mais c'est un être humain. Vous ne l'enterrez pas. Vous voyez, même le terme d'enterrement, je suis respectueux pour la personne qui est disparue. Mais vous ne prenez pas une personne que vous avez enlevée, torturée, assassinée, le mettre dans un trou de rat avec des habits et ne rien dire à la famille. Et les jeunes du village, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils ont appris l'info, ils déterrent. Ils ne savaient même pas que c'était lui, mais ils ont dit, bah, écoutez, on va déterrer, puisque ça, c'est une tombe récente. On va déterrer pour voir qui a été enterré. Et ils se rendent compte qu'effectivement, c'est un de leurs. C'est leur parent qui est décédé, qui a été enterré. Ils l'enlèvent, ils le lavent, ils procèdent à des rituels du rite musulman. Et puis, ils ont procédé à l'humiliation après. Il n'y a jamais eu d'enquête. Le président de la République ne s'est jamais adressé ni à la famille. Au contraire, ceux qui étaient témoins de cet acte barbare, inhumain, font l'objet de poursuites judiciaires, sont menacés de poursuites judiciaires. Ils ont fui les Comores. Ils ont demandé, obtenu l'asile politique à l'extérieur. Et que la justice comorienne ne poursuivra jamais les auteurs. Ni Azali également, puisqu'il est le commandant de l'armée. Enfin, il a le chef du commandement de l'armée. La famille était obligée de poursuivre à l'extérieur, puisqu'ils ont attendu à ce qu'Azali soit à l'extérieur pour justement demander la compétence universelle des juridictions étrangères, particulièrement la juridiction française. Et là, actuellement, cette affaire fait l'objet d'une information judiciaire. Et j'en citerai d'autres. On imagine que ce n'est pas tout à fait facile pour vous, opposition. Vous êtes une figure principale de l'opposition comorienne, je l'ai dit. Est-ce que ce n'est pas une erreur, justement, d'avoir boycotté les législatives de janvier 2020? Non, ce n'est pas une erreur, c'est un acte politique. Vous voyez? C'est un acte politique puisqu'on ne peut pas, on savait. Vous savez, l'erreur qu'on a commise, c'est d'avoir accepté peut-être d'aller aux élections présidentielles de 2019, alors qu'Azali, peut-être 3 semaines, il était de passage en Europe, il avait dit qu'il n'y aura pas un second tour, puisque ça coûte cher. On n'a pas le moyen d'organiser de second tour. Et que les chiffres du premier tour étaient déjà connus. Et naïvement, chacun pensait que, comme il est impopulaire, chacun pensait qu'au deuxième tour, qu'Azali ne sera pas au deuxième tour, même s'il est au deuxième tour, il y a un deuxième tour, on le battra. Mais il avait tout préparé, les procès-verbaux étaient déjà pré-remplis. Vous voyez? Qu'il n'y a même pas eu de dépouille. Et même ça, la communauté internationale le dit dans le rapport, comme quoi il n'y a pas eu de dépouille, puisque les militaires, ils ont pris les urnes et ils sont partis.
Bon, donc, pourquoi aller aux élections législatives en 2020 alors que c'était une mascarade? On a dit non, on ne va pas cautionner mascarade. On aurait pu s'inspirer de la situation des présidentielles pour mieux... Non. Azali n'aime pas la démocratie. Il n'aime pas la démocratie. C'est verrouillé, ce n'est même pas possible. Non, c'est pas possible. Il l'a dit. Il a dit ceux qui souhaiteraient mon départ, ils n'ont qu'à se préparer à l'affrontement. Et pourtant, vous êtes déjà arrivé jusqu'au second tour. Oui, je suis arrivé au second tour, mais ce n'était pas sous Azali. Non, je suis arrivé deuxième fois au deuxième tour. Vous voyez, pour la présidence de la Grande Comore, et puis comme vice-présidence pour la présidence de l'Union des Comores. Et puis la dernière fois, comme je vous disais, c'était en 2016, sur 25 candidats. Moi, je suis arrivé en 5e position. Ceux qui étaient les 4 premiers étaient des anciens, donc ils avaient plus de moyens que moi. Alors, Azali, comme vous l'avez dit, un militaire, un colonel, les militaires très présents sur la scène politique africaine aujourd'hui. Ça veut dire que c'est aussi un échec des civils, non? Oui, non, mais il y a 2 échecs pour l'Afrique. Il y a l'échec parce que nous n'avons pas encore réussi à mettre en place les bases adéquates pour le développement économique du continent. Ça, c'est le premier échec. Et puis, deuxième échec, c'est cette épidémie, ce virus. On parle de coronavirus, mais nous, on a une autre épidémie. On a un virus qui est dangereux, ce coup d'État des militaires. Mais bon, c'est aussi la conséquence de problèmes de gouvernance démocratique de nos régimes. Au-delà de ça, il y a aussi un échec des institutions régionales. Un échec des institutions régionales qui sont là, qui voient en toute tolérance des réformes qui sont faites sur mesure et qui ne condamnent pas, mais qui sont promptes à condamner la prise de conscience des peuples d'Afrique. Des institutions qui ne servent que les chefs d'État au pouvoir. Ce sont des syndicats des chefs d'État. Et c'est pour cette raison qu'il faudrait... Et c'est une nécessité, au fait. Autant on parle de l'Afrique comme étant le continent des prochaines décennies, puisqu'effectivement, il y a des défis à relever. Lorsque vous êtes en 2050, on dit comme quoi on sera 2 milliards. 2 milliards. Et 60% de la population aura moins de 30 ans. Si ce n'est plus, 60% de la population africaine aura moins de 30 ans. Donc 2 milliards. Vous avez sur 2 milliards, 60% ont moins de 30 ans. Donc c'est un défi colossal. Ça peut être une raison d'espérer, mais ça peut être aussi un motif d'inquiétude, vous voyez. Et c'est pour cette raison que nous ne pourrons... C'est même pas imaginable qu'on puisse continuer avec les mêmes discours, vous voyez, les mêmes systèmes politiques, le même profil, au fait. Nous sommes dans l'obligation, c'est une nécessité de survie pour l'Afrique d'avoir des nouveaux systèmes, un nouveau discours incarné par ceux qui aiment sincèrement... Pas des nouveaux hommes, au fait. Bon, lorsqu'on parle des nouveaux hommes, on voit des nouveaux hommes qui arrivent et qui sont pires que les anciens. Vous voyez, moi je parle de discours, je parle du contenu, je parle d'approche, je parle de profil. Ce profil peut être incarné par quelqu'un qui a 80 ans. Dans une vision. Oui, voilà, quelqu'un qui peut... Tu peux avoir 70 ans et puis avoir le profil du job pour faire le job, vous voyez. Donc ce n'est pas question d'âge, au fait. C'est une question de posture, c'est une question de responsabilité. Et puis, c'est aussi question que, écoutez, oui, j'ai géré, j'ai mal géré, j'ai commis des crimes, j'accepte d'être jugé parce que j'en ai commis. Et puis après, je tourne la page par rapport à ce passé. Mais le drame chez nous, c'est qu'on accepte, nos dirigeants n'acceptent jamais avoir été coupables de ce qui nous arrive en ce moment. Alors, comme on l'a dit, l'Afrique, aujourd'hui, avec le retour des coups d'État, il y a le Mali, la Guinée, et tout récemment le Soudan. C'est parfois nécessaire quand même, non, pour sauver la démocratie, quand le système électoral, visuellement, semble verrouillé, comme vous le dites, pour votre pays. Vous estimez que c'est un peu archaïque, ce système-là. Est-ce que ce n'est pas parfois nécessaire, les coups d'État, pour sauver la démocratie? Non. Au fait, ce qui est nécessaire, c'est la prise de conscience des peuples. Lorsque le renversement des dictateurs est fait par le peuple
là c'est un signe d'espoir, puisque ça veut dire qu'il y a une prise de conscience. C'est pour cette raison que le départ d'Ibeka au Mali, c'était à mon avis un élément que beaucoup des pays qui sont pris en otage pouvaient s'inspirer. Puisque selon certaines informations, il était peut-être même soulagé à un moment de voir son régime prendre fin, puisqu'il n'avait aucune prise sur les fondamentaux de son pays. Et donc voir cette jeunesse réjaillir, la société civile malienne prendre en charge son destin et dire que ben voilà ce que nous ne voulons pas, et puis nous espérons avoir ce dont on a besoin, c'était quand même inspirant. C'était inspirant. Au Soudan, Bachir est parti parce que le peuple soudanais s'était soulevé pour dire que nous ne voulons plus. Et moi j'étais avec nos frères guinéens à Dakar 3 fois, j'avais fait 3 fois le déplacement, j'ai manifesté à leur côté, j'avais fait 3 fois le déplacement. À Paris, nous étions nombreux à nous mobiliser aux côtés de nos frères guinéens. Vous voyez? Bon, il y a eu ces changements en Guinée. Bon, osons espérer que ceux qui sont à la tête de nos pays, suite à un renversement, puisque le renversement de Alpha Condé n'est pas venu comme ça, c'est parce qu'il y a eu un travail qui a été fait, il y a eu des mobilisations qui ont été faites. Et s'il n'y avait pas ces mobilisations citoyennes, ça aurait été pas facile pour le colonel de faire partir Alpha Condé. Les militaires ont terminé le job. Ils ont terminé le job, comme on m'a dit également, ils ont terminé le job, mais il fallait que la population, qui était la principale victime, prenne en charge son destin. Et nous osons espérer que dans certains pays, ça sera le cas, que le renversement des dictateurs viendrait de l'expression des peuples. Et ça, il faut et non pas des forces. Et ça, il faut du leadership. Le peuple, il faut l'organiser dans ce sens. Oui, c'est peut-être ça qui manque parfois. Oui, c'est des choses qui ne viennent pas par hasard comme ça, donc il faut se préparer. Bon, donc ça se préparera. Et nous sommes en train de travailler en ce moment dans beaucoup de pays d'Afrique pour identifier des leaders politiques, je le dis clairement, hein, je ne parle pas de ceux qui sont ministres, etc., et puis qui vont partir, qui vont attendre le prochain train pour dire que celui qui était là, c'était mon ami, mais il n'était pas beau, etc., et tout, qui vont côtoyer le prochain qui va arriver, c'est ce qu'on appelle les opportunistes, ce sont des gens qui exercent le pouvoir pour préparer leur bon CV, mais bon, on parle de gens qui ont le profil, qui ont envie de s'engager, qui pensent que c'est possible, des gens convaincus. Oui, des gens convaincus. Qui veulent travailler sur la durée. Sur la durée, qui pensent qu'effectivement, il est temps que nous prenions des risques pour ce continent. Nous avons besoin de ces gens-là, de les identifier pour incarner une nouvelle vision de notre continent. Nous avons besoin des nouvelles synergies, vous voyez, pour effectivement mettre en place des jalons, non pas pour nous après, mais pour les générations futures d'Africains. Si nous laissons notre continent en l'état où il se trouve actuellement, ça sera une forme de démission, mais grave, voire même une forme de complicité. Et c'est pour cette raison qu'il y a une génération d'Africains qui doivent accepter de prendre des risques dans l'intérêt du continent africain. Ça demande du sacrifice. Ça demande au sacrifice, j'aime le terme de sacrifice, ça demande de l'engagement. Voilà, ça demande de l'engagement. C'est quand même un coût. Oui, ça a un coût humain, ça a un coût financier, mais ça a un coût quand même. Et c'est là qu'on gagne généralement les opposants, hein, à l'usure. Sur le plan financier, ce n'est pas toujours évident de tenir. Oh, mais bon, lorsque vous êtes opposant, vous n'avez pas besoin non plus d'être riche, hein, financièrement. Oui, pour continuer à mobiliser la masse, l'expression de votre vision. Non, non, la masse n'a pas besoin. La démocratie aussi a un coût. Oui, mais la masse n'a pas besoin que vous soyez riche. La masse a besoin que vous partagez leurs problèmes. La masse a besoin que vous ayez un discours qui répond à leurs besoins. La masse africaine aujourd'hui, la jeunesse africaine, cette bombe à retardement, a besoin des dirigeants qui parlent de ce que c'est la migration. Cette masse africaine a besoin que vous leur dites mais comment vous serez formés dans 20 ans. Quel contenu
la formation. Est-ce que vous avez besoin de prendre des risques, de dépenser, disons, allons-y, 5 millions de francs CFA pour aller périr en mer? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre alternative? Si vous n'êtes pas convaincu de cela, ben la masse périra. Mais si vous êtes convaincu et que vous partagez votre conviction avec cette jeunesse, vous n'avez pas besoin de trop d'argent. Je m'en partage cette conviction. Parce que le problème des oppositions aussi africaines, c'est de plus en plus qu'il y a un sérieux problème de crédibilité. Ben, vous savez, la crédibilité, ce n'est pas un décret. La crédibilité vient du discours, de votre posture et puis de votre engagement. Ça se construit dans la durée. Ça se construit dans la durée, ça se construit par rapport à ce que vous avez à offrir, l'offre politique. S'il n'y a pas d'offre politique, nous allons nous retrouver avec des charlatans. Nous allons nous retrouver avec des extrémistes religieux, des extrémistes politiques. C'est pour cette raison qu'il faut que ceux qui pensent que c'est possible de mettre en place des jalons pour l'Afrique, de se réveiller le plus tôt possible, le plus vite possible. C'est devenu même une urgence. C'est une urgence absolue pour l'Afrique. Que ceux qui pensent qu'il y a possibilité de dégager une nouvelle vision, vous savez, l'Afrique, c'est des sociétés avec des considérations religieuses, des considérations ethniques, des considérations culturelles, voire même des considérations politiques et économiques. C'est normal, vous voyez? Mais nous devons aussi faire un effort de définir et puis de porter un socle des valeurs communes, partagées par tous les Africains. Puisqu'il y a aussi, il y a les identités africaines, mais il y a des choses aussi qui nous unissent. Il y a des similitudes, il y a des choses qui nous unissent. C'est là-dessus qu'il faudrait travailler également. Et c'est pour cette raison que nous sommes en train de travailler avec des forces progressistes, africaines, pour dire, bah, écoutez, 60 ans après, nous ne pourrons pas accepter cette posture de victime. Non, c'est trop tard. Le discours de victime, de victimisation, c'est fini, il ne faut pas accepter ça. Puisque si vous acceptez de porter encore 60 ans après cette posture de victime, vous acceptez d'être infantile. Il est temps d'agir. D'être infantalisé. Bon, donc il est temps pour nous d'assumer et d'être responsables. Cela ne veut pas dire que vous allez vous renfermer sur vous. Non, puisqu'on a des partenaires historiques, n'est-ce pas? Qui défendent leurs intérêts, mais nous devons aussi être en mesure de défendre nos intérêts aussi. Cela ne veut pas dire que vous vous renfermez, cela ne veut pas dire que vous ne voyez pas en l'autre un partenaire potentiel, mais l'autre, il a ses intérêts à défendre. Nous devons avoir les moyens aussi de défendre nos propres intérêts. Il est impensable que les 2 milliards d'Africains, ne soient pas formés par des instituts africains, alors que nous avons des professeurs, nous avons des prix Nobel de la paix. Vous voyez, nous sommes le continent qui fait une production, une grosse production intellectuelle, artistique en ce moment. Ils sont sur le continent. C'est une question de leadership et de vision. C'est une question de volonté politique. Moi, je suis ici à Ouagadougou. J'ai assisté à ce procès historique. J'ai vu les magistrats. J'assiste aux audiences comme observateur. J'ai vu mes confrères avocats de la partie civile et puis de la défense. Et puis je vois le public, des familles des victimes, etc. et tout. Je peux vous dire, et je l'ai dit ailleurs dans d'autres circonstances, que je relevais un niveau élevé de dignité. Une maîtrise parfaite des enjeux de ce procès. Je ne sais pas quelle sera l'issue, mais déjà, le fait d'assister, c'est toute une fierté pour moi en tant qu'Africain. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que nous avons les hommes, nous avons les institutions, mais c'est la volonté politique qui nous fait défaut. C'est ça au fait le problème de l'Afrique. C'est la volonté politique. Le peuple d'Afrique est conscient. Les peuples sont conscients qu'il faut un renouveau. Il faut un autre discours.
Il faut un autre système. Le peuple sont prêts, les peuples d'Afrique sont prêts. Il y a une conscience africaine qui, en ce moment, qui est un petit peu dispersée, qui est un petit peu chiffonne, etc., dispersée. Mais il faudrait arriver à un moment où cette prise de conscience soit canalisée pour justement entraîner le peuple d'Afrique vers autre chose. Vers autre chose, justement. Et pour cela, il faut confier les manettes du pouvoir à des hommes capables. Vous parlez tout à l'heure d'offres politiques. Est-ce que finalement la démocratie, c'est véritablement le pouvoir du peuple océanotropique? Le pouvoir politique appartient au peuple. C'est le peuple qui donne le mandat et c'est le peuple qui défait ceux qui sont détenteurs du pouvoir. Ça, c'est la théorie. Maintenant, ah non, mais ce n'est pas la théorie. La réalité, mais on est où là? On est à Burkina Faso. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Vous avez défait un président qui a été élu. Oui, tout à fait. Ben voilà. Mais après, il y a des élections que vous, opposition, vous dénoncez ben ça, c'est autre chose. Tout le temps. Oui. Est-ce que c'est l'expression du peuple dans les urnes? Si c'est le cas, ben non, c'est chez nous. En tout cas, chez nous, ce n'était pas l'expression des urnes. Hein. Il a fait un putsch, il s'est installé. Et nous le résistons. Et c'est la première fois, ceux qui ne connaissent pas l'histoire des Comores, c'est la première fois que quelqu'un prétend avoir été élu. On lui refuse même les funérailles. Vous voyez? On lui refuse même de prêcher à la mosquée. Alors que chez nous, c'est très important. Lorsqu'il y a une cérémonie funéraire, c'est le président qui conduit la prière. Vous voyez? Lorsqu'il y a une cérémonie sociale ou bien un mariage, c'est le président qui conduit. On lui refuse la parole partout où il passe. Si tant est qu'il a la parole, il le fait sous la contrainte en faisant de la corruption, de conscience, vous voyez? Bon, donc, c'est une forme de résistance. Dans un petit archipel comme les Comores. C'est une forme de résistance, il le subit et ça lui fait très mal, mais ça va continuer. D'accord. Vous voyez, ça va continuer. Bon, donc ici, lorsque vous dites que est-ce que la démocratie est le peuple, mais écoutez, on a un exemple ici chez vous. À Burkina Faso, il y avait un président qui a été élu. Et puis le peuple, à un moment, pour une raison qui lui est propre, mais sans doute avec raison, le peuple est descendu dans les rues pour dire qu'on ne veut plus de toi. Mais en même temps, c'est le même peuple qui l'a élu dans les urnes. Non, mais écoutez, il y a deux formes de légitimité. Il y a une légitimité politique et puis il y a une légitimité constitutionnelle. Il a été élu, n'est-ce pas? Mais le même peuple estime que, écoutez, nous avons donné un mandat à X ou bien Y pour 3, 4, 5, 6 ans, mais nous n'allons pas attendre. Puisqu'on sait qu'il nous amène à la dérive. Et c'est cette instabilité qui m'amène à demander si finalement les élections ne vous garantissent pas justement... Non, mais les élections, la légitimité constitutionnelle ne vous donne pas le droit à la mauvaise gouvernance. Vous voyez? Non, vous avez une légitimité constitutionnelle, puisque vous avez été élu, mais cela ne vous donne pas le droit de vous sentir supérieur, de vous estimer supérieur à la Constitution, au texte, vous voyez, au texte. Hein? Non, vous devez vous soumettre à la Constitution, vous devez ne pas corrompre, vous ne devez pas détourner les deniers publics, et si le peuple estime qu'en 5 ans de pouvoir, vous allez tout détruire le pays, ils ne font pas attendre 5 ans. Oui. Je dis ça et ça, ce n'est pas une instabilité, au fait. C'est une prise de conscience, c'est un niveau très élevé de prise de conscience d'un peuple. Et ce sont ceux qui sont tenants du pouvoir qui en sont responsables après. Je dis cela justement parce que de plus en plus, le débat se pose sur faut-il expérimenter notre régime de gouvernance autre que la démocratie au regard de ce que ça apporte. Vous savez qu'en Afrique, les élections sont toujours source d'instabilité, de crise post-électorale. On en a un peu partout sur le continent, si bien qu'on se demande finalement s'il ne faut pas expérimenter autre chose. Vous parlez tout à l'heure de Thomas Sankara, il est arrivé par un coup d'État, il a juste fait quelques années, mais tous les Burkinabés aujourd'hui s'accordent à reconnaître qu'en quelques années, dans un régime d'exception, il a fait un grand pas avec le Burkina sur la voie du développement. Oui, c'est la preuve, ce que vous venez de dire, s'agissant de Sankara, c'est la preuve comme quoi la légitimité constitutionnelle
n'est pas suffisante pour garantir un développement d'un pays. Il faut aussi une légitimité politique. Vous voyez? C'est cette légitimité politique que nous, par exemple, je parle du gouvernement d'exil, nous n'avons pas une légitimité constitutionnelle puisque nous ne sommes pas issus des yeux, mais nous avons une légitimité politique. Justement, est-ce qu'il ne faut pas travailler à l'avènement, justement, de ces hommes qui ont, en tout cas, cette légitimité politique, ces hommes d'État qui gouvernent par l'exemplarité, tout simplement, au lieu d'être dans ce schéma d'alternance démocratique, élection par les urnes, quand on sait que tout est verrouillé, et qu'en vérité, les résultats qui sortent ne sont pas toujours... Non, l'élection, c'est fondamental dans un pays. Si vous voulez la stabilité d'un pays, il faut des élections libres, transparentes, permettre aux populations de s'exprimer librement. Ça, c'est du mal à organiser chez nous. Voilà, on a du mal à organiser, mais c'est l'idéal. Il faut se battre pour s'étendre vers cet idéal. Élection libre et démocratique. Et puis, il y a une deuxième étape, c'est la légitimité politique. La légitimité, la bonne gouvernance repose sur le respect des textes. Si vous êtes un dirigeant, vous ne respectez pas le texte, vous êtes élu pour un mandat de 5 ans, vous voulez faire 30 ans, et préparez vos enfants, préparez vos proches, non pas arriver au pouvoir sur la base des critères constitutionnels, des critères légaux, mais par la répression, par la dictature. Mais là, vous préparez votre pays à l'instabilité. C'est quoi le plus important finalement, la légitimité politique ou la légitimité constitutionnelle? Les deux vont de pair, en fait. C'est la bonne gouvernance, mais la bonne gouvernance démocratique repose sur une élection libre et démocratique. Puisque quelqu'un, au fait, un dirigeant qui est élu, qui n'accepte pas la durée de son mandat, le contrat, qui ne respecte pas le contrat signé avec son peuple, mais qui veut verrouiller le contrat, qui veut le violer, c'est un président dangereux puisqu'il est source de déstabilisation pour son pays. Et le peuple même, qui est victime de cette déstabilisation, est en droit de mettre fin à cette dictature. C'est là où le peuple a le dernier mot, au fait. Là, moi, ça me fait marrer. Lorsque, par exemple, ce qui se passe en Guinée, on condamne ce qui a été fait en Guinée. Ceux qui sont là, qui disent comme quoi, ceci, cela, etc. Bon, le retour à l'ordre constitutionnel, bon, personne n'y croit, ils perdent leur crédibilité, puisqu'ils étaient là, ils ont vu ce qu'Alpha Condé a fait. Alpha Condé, pour se maintenir au pouvoir, a fait tuer, l'armée a tué des milliers, des centaines, pas des milliers, mais des centaines de Guinéens ont été tués. Parce qu'il y avait un homme qui voulait absolument se maintenir au pouvoir. Et c'est valable dans d'autres pays. Et ça, la communauté internationale ferme les yeux. Et c'est la prise de conscience du peuple qui les fait effrayer. Donc, c'est pour cette raison que nous devons travailler pour justement parvenir à une rupture des discours qui mènent l'Afrique, qui est depuis l'un des indépendances jusqu'à maintenant. Voilà. Et pour terminer, justement, c'est bien beau, hein, les opposants, ils ont le discours, ils estiment avoir l'offre, mais l'expérience aussi en Afrique a montré que les opposants historiques, ils séduisent, mais au pied du mur, ils déçoivent. Bon, il ne faut pas insulter l'avenir. Il ne faut pas insulter l'avenir. Il y a des réalités qui sont là. On parlait tout à l'heure d'Alpha Condé. Oui, mais bon, l'Afrique ne se résume pas à Alpha Condé. C'est un élément, mais il ne faut pas insulter l'avenir. L'Afrique, en ce moment, il y a quand même des hommes valables qui sont tout à fait disposés à se mouiller, qui sont disposés à prendre des risques dans l'intérêt du continent. Bon, on a vu d'autres continents aussi qui avaient des dictateurs, mais ils s'en sortent maintenant. Vous voyez? Bon, donc nous ne serrons pas et nous ne voulons pas devenir l'enfant pauvre de ce monde. C'est fini, ça. Il faut croire en l'Afrique. Nous croyons en notre continent. Nous croyons en nos potentialités. Nous voulons assumer nos responsabilités, avoir une autre vision pour l'Afrique. L'Afrique a intérêt à avoir des opposants, effectivement, déterminés, qui ont des convictions. Si nous sommes tous corruptibles, ben, l'Afrique périra. Il faut des opposants qui acceptent de souffrir, qui acceptent d'être malmenés, qui acceptent d'être privés du minimum vital dans l'intérêt du continent. C'est normal. D'accord. Croire en l'Afrique, en tout cas, croire en des lendemains qui chantent pour les Comores, surtout votre pays.
Merci, Maître Saïd Larifou, d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. Merci pour l'invitation. Ce fut pour moi un honneur et puis un plaisir. Merci. Mesdames, Messieurs, ça sera tout pour ce numéro de Surface de Vérité. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir.